Maître Akeremouna, bonjour. Bonjour, Monsieur Foucault. Monsieur Joshua Ozi, bonjour. Bonjour. Monsieur Libi, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Monsieur Julius Achou, bonjour. Bonjour, Monsieur Foucault. Alors, il y a quelques jours, devait avoir le procès de ceux qu'on a appelés les manifestants et même les religieux de la région anglophone. Le procès a été reporté. Est-ce qu'après plusieurs mois, on peut dire aujourd'hui qu'on est dans un début de sortie de crise dans la question anglophone aujourd'hui? Monsieur Akeremouna. Il faut comprendre la relation que vous faites entre le procès et cette sortie de crise parce que ça pose deux questions différentes à laquelle il faudrait avoir deux réponses différentes. En ce qui concerne le renvoi, c'est le procès qui s'est passé donc hier, je pense, au tribunal militaire. Et c'est désolant pour la simple raison qu'il y a des gens qui sont enfermés et on ne s'empresse pas pour les juger. Tantôt, c'est les témoins qui ne sont pas là. Je dois dire que les témoins qui ne sont pas là, c'est les témoins, c'est les commandants de compagnie, c'est les commissaires de police. Donc, ce sont des gens sur lesquels, n'est-ce pas, le système a des moyens de faire venir. Et puis, hier, le renvoi, c'était parce qu'un membre de la collégialité n'était pas été à mission. Ce que moi, je déplore, c'est tout le monde sait que ce procès draine beaucoup de confrères, avocats qui viennent du nord-ouest, de Douala, de partout. Et c'est plus simple parce qu'ils sont structurés. Il y a un lead counsel, un chef de file, qu'on peut appeler pour dire que le procès n'aura pas lieu. On n'aura pas 80 avocats qui partent de partout avec tous les risques. Mais pour vous, ce report, c'est volontaire? Est-ce que ça procède d'une situation, d'un climat? Volontaire ou non? C'est pour ça que j'ai fait la corrélation entre les deux. Volontaire ou non, c'est un report qui est mal géré. Et quand c'est mal géré, ça transmet un autre message. Donc, peut-être c'est volontaire. Est-ce qu'une autre façon de punir? Et je pense que pour un procès qui est regardé de partout dans le monde, on gagnerait à gérer ça avec plus de transparence, parce qu'un simple coup de fil au chef de file pour dire, écoutez, désolé, un membre de la collégialité ne sera pas là, va rendre la chose plus facile. Alors, Maître Achou, vous étiez à ce procès. Est-ce que c'était prévisible ce report? Et quelle est la réaction lorsqu'on vous dit que ça a été mal géré? Vous savez, au Cameroun, il est d'habitude, n'est-ce pas, que lorsqu'on vient devant les juridictions, c'est difficile, n'est-ce pas, de prévoir ce qui peut se passer. Parce que je parle sur le contrôle de M. le bâtonnier, ce n'est pas la première fois que nous sommes venus, quand on vient à l'audience à 7 h le matin et ça commence à midi. Donc, nous, en tant que praticiens de droit, d'après mon expérience, on ne peut jamais prévoir ce qui s'est passé à une audience donnée. Oui, mais dans le même temps, il vous dit qu'on savait que celui qui était absent hier ne devait pas être là, qu'il serait en mission. Peut-être il est dans le secret, n'est-ce pas, de ceux qui prennent des décisions, mais à mon avis, moi, je suis avocat dans le procès, je n'étais pas au courant du fait qu'un membre de collège n'était pas là. Mais vous comprenez que cela puisse être interprété comme une façon de montrer aux autres, parce que j'ai vu des gens qui le disaient, une façon de montrer aux autres que c'est le pouvoir à Yaoundé qui a la main et que sur la question anglophone, on garde la main dure. En principe, le pouvoir doit avoir la main sur tout dans ce pays, c'est normal. Et deuxièmement, lorsque vous êtes un pessimiste, vous allez rester pessimiste. Lorsque vous êtes un optimiste, vous allez toujours rester optimiste. Moi, je suis un optimiste. Donc pour vous, chaque fois qu'il y a un problème, ce qui m'importe, c'est de trouver la solution. Monsieur Joshua Ozi, avant de passer à la question anglophone à proprement parler, on y est d'ailleurs, comment interpréter ce report, d'après vous? Écoutez, on sait très bien que quand la justice est retardée, elle est refusée. Donc, il faut déjà comprendre ce procès. C'est-à-dire la première chose bizarre et qui démontre à merveille que c'est un procès politique, c'est que il y a eu des manifestations dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du Cameroun. Et par la suite, des gens ont été enlevés chez eux, pas sur la voie publique, mais chez eux, dans leur domicile, à des heures où normalement les interventions n'ont pas le droit, d'après le droit, on n'a pas le droit d'aller intervenir dans les domiciles privés à ces heures-là.
Et ces gens ont été enlevés et transportés, mano militari, vers les geôles de Yaoundé. Il faut comprendre qu'au Cameroun, ils ont été traduits devant le tribunal militaire. Il faut comprendre qu'au Cameroun, les tribunaux militaires existent dans toutes les régions. Donc il y avait une juridiction qui avait la possibilité de les entendre chez eux. Mais pour des raisons de sécurité, à cette période-là, peut-être que cela s'explique. Nous sommes en pleine guerre contre Boko Haram et des terroristes, les vrais, cette fois-ci, qui tuent des milliers de gens dans l'extrême nord, sont jugés à Maroua. Ils ne sont pas transportés à Yaoundé. Dans l'extrême nord du pays. Okay, donc vous ne pouvez pas me dire qu'un avocat pense que ses droits fondamentaux sont bafoués et il le fait savoir. Et lui, il est enlevé et il est amené à Yaoundé pour y être jugé. Et des gens qui tuent des milliers de Camerounais dans l'extrême nord ne sont pas enlevés parce que là, subitement, il n'y a plus de problème de sécurité. Donc c'est tout ça qui démontre que c'est un procès politique. Et il faut aussi comprendre que je pense, à mon humble avis, que le tribunal est un peu embêté. Il ne s'attendait pas à cette réaction qui vient d'ailleurs du monde entier. Parce que j'étais au tribunal la dernière fois que ça a été renvoyé. Il y avait des avocats qui venaient un peu de partout, de l'Angleterre, des États-Unis, etc. Donc je pense qu'ils sont un peu embêtés. Et il faut aussi comprendre que nous avons reçu un code sur la justice militaire à l'Assemblée nationale que nous avons étudié et qui est passé, qui sera promulgué dans les jours à venir. Et dans ce code, il y a une disposition qui encadre l'arrêt des poursuites. Et donc, peut-être aussi, le tribunal attend que ce code soit promulgué pour l'utiliser, parce que, franchement, on ne peut pas me faire croire que des membres de la société civile qui ont émis le vœu que la Constitution soit révisée peuvent être coupables d'un acte terroriste. Mais s'ils l'ont fait en incitant à la violence. Ben écoutez, la violence que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs les télévisions du monde entier ont montré, venait des forces de l'ordre. C'est les militaires qui étaient dans les campus des étudiants à Buea et à Bamenda, qui arrosaient, qui violaient, qui tabassaient, qui mettaient les étudiants dans la boue. Maître, sans entrer dans votre dossier, avant de donner la parole à M. Libi, une réaction à cela? Oui, je suis surpris, n'est-ce pas, d'apprendre que les gens du Boko Haram sont jugés à Maroua, alors qu'on appelle ce dossier tous les jours ici à Yaoundé. Et je veux rappeler à Monsieur le Président qu'au Cameroun, le tribunal militaire se trouve à Yaoundé. Les autres tribunaux qui se trouvent dans les régions sont des tribunaux d'exception. Donc, le tribunal Yaoundé peut décider, n'est-ce pas, de s'accaparer de tout dossier, n'est-ce pas, de n'importe quelle juridiction du tribunal militaire ici au Cameroun, parce que c'est prévu par la loi. Vous savez, quand on parle de violence, sans entrer dans mon dossier, je pense que le moment venu, le public, n'est-ce pas, va comprendre ce qui s'est réellement passé à ce qui concerne la violence. Mais il faut noter qu'il y a des gens qui ont trouvé leurs droits bafoués, n'est-ce pas, par des individus. Vous en êtes le défenseur, en gros, de ceux qui estiment que leurs droits ont été bafoués pendant ce mouvement-là. Effectivement, c'est ces gens que je dis, certaines victimes. Je suis pas l'avocat de l'État, je défends certaines victimes qui estiment que leurs droits ont été bafoués. M. Libi. Ben écoutez, je pars toujours du postulat chaque fois que nous évoquons des questions d'ordre judiciaire, que nous sommes dans un état de droit. C'est un état de droit, c'est un état régi par la loi. Et je pense que la justice militaire est régie au Cameroun par une loi que j'ai lue. Et j'apprends ici qu'il y a une disposition là-dedans qui a dû m'échapper. C'est que les tribunaux militaires des régions sont des tribunaux d'exception. Parce que j'ai plutôt l'impression que c'est bien l'inverse, qu'il y a encore, en tout cas dans la loi que moi j'ai lue, mais souvent on m'accuse de lire les lois photocopiées. Donc, il me semble avoir clairement lu dans cette loi que pour délocaliser d'ailleurs un procès militaire, il faut que ça se fasse dans des conditions d'état d'exception ou d'état d'urgence. Donc, dans le cas précis de ces personnes arrêtées à Bamenda qui sont jugées à Yaoundé, il lui fallut que le président de la République décréta l'état d'urgence ou l'état d'exception pour qu'ils fussent transférés à Yaoundé. C'est ce que dit la loi. Donc, on ne peut pas passer rapidement
sur cette question. Et moi, ça m'avait intrigué lorsque j'avais lu la loi et j'ai consulté des avocats qui m'ont confirmé qu'effectivement, les raisons qui avaient été données pour ce transfèrement ou ce transfert, c'était des questions de sécurité, comme vous avez dit tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi la question même de la langue, qui relève de la logique. Pour des personnes qui parlent anglais, alors qu'il y a un tribunal dans leur région d'origine où on parle anglais, vous les amenez à Yaoundé. Est-ce que ça n'exacerbe même pas la crise? Puisque l'une des raisons pour laquelle il y a une crise anglophone au Cameroun, il y a la question linguistique. Alors là encore, vous venez juger des anglophones à Yaoundé où le français est dominant, ça pose quand même problème. L'autre question qu'il faut poser dans cette affaire, c'est que de quoi au juste? Pourquoi au juste on poursuit ces personnes? Tout à fait. Bon, évidemment, je ne voudrais pas qu'on m'accuse de commentaire tendancieux parce que c'est en cours. Mais bon, comme je suis juriste dans Et une puis vie vous êtes parallèle... coutumier du fait. Oui, en quelque sorte aussi. Mais bon, je me pose quand même une question simple. En fait, comme tout citoyen camerounais, quand j'apprends qu'on a arrêté des gens, c'est normal quand il y a eu une crise, des débordements, des gens ont cassé, c'est normal qu'on arrête des gens. Donc quand vous êtes au tribunal, la première question que je pose, c'est que de quoi? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Pourquoi vous êtes poursuivi? En matière infractionnelle, il y a 3 éléments, en fait, 2 qui sont fondamentaux. L'élément matériel et l'élément intentionnel. Dans leur cas, ceux qui sont au tribunal, quel est l'élément matériel qui est retenu contre M. Agbobala, par exemple? C'est-à-dire, j'attends toujours aujourd'hui qu'on me dise, parce qu'on a égrené un certain nombre d'infractions simplement parce que ça figure dans le code pénal ou dans la loi qui institue, en fait, je ne sais plus, la loi qui lutte contre le terrorisme. Attentat de ceci, atteinte à ceci, atteinte à cela. Mais quels sont les éléments matériels sur lesquels ça repose? Et bien en vérifiant, je me suis rendu compte qu'il y a un autre dysfonctionnement. En matière de justice militaire au Cameroun, mais on n'en parle pas suffisamment. C'est qu'en la matière, le commissaire du gouvernement, qui est un peu le procureur du tribunal militaire, n'a pas obligation d'expliciter les charges qu'il a retenues contre... Et c'est dans la loi. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un système, et on ne le dit pas suffisamment, où un commissaire du gouvernement, puisque le représentant de l'État, peut décider de vous condamner sans dire exactement pourquoi il vous condamne. Plus en matière judiciaire, et c'est un basique, je parle sur le contrôle des avocats, lorsque vous m'accusez d'une chose, il faut que vous m'informiez. Comment je le sais? Parce que moi j'ai saisi les avocats des personnes qui sont poursuivies. Je leur ai dit, demandez, dites-moi au juste, vous allez au tribunal tous les jours, est-ce que vous avez déjà pris connaissance de ce qu'on reproche aux personnes que les vous chefs défendez? d'accusation. Ils m'ont dit non. On ne sait toujours pas. Nous-mêmes, nous attendons. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, mais Cabral, tu aurais dû lire la loi beaucoup plus précautionneusement. C'est que, c'est que il y a cet élément. Et lorsqu'on adoptait cette loi antiterroriste, on avait beau crier. On nous a dit que nous étions pour Boko Haram. Voilà ça qui s'applique aujourd'hui. C'est que le commissaire du gouvernement n'a aucune obligation légale de nous dire ce qu'il reproche à nos clients. Monsieur Achou, Non. vraiment. lorsqu'on Non, écoute ça, Monsieur Libi, je pense qu'il est aussi juriste. Le commissaire du gouvernement ne condamne jamais personne. Le commissaire du gouvernement n'est que comme un avocat de l'État dans un procès. Il y a des juges qui peuvent prendre ces décisions pour condamner qui que ce soit. Vous savez, les lois sont votées par l'Assemblée. Donc, mon président, que je respecte beaucoup, n'est-ce pas, il participe. Lorsque ça sort de cette Assemblée, nous autres, nous le bas peuple, nous n'avons plus rien à dire. Nous devons seulement subir. On doit seulement respecter la loi, même si c'est mauvais. C'est la loi. Et c'est comme ça l'État. C'est comme ça le pays ici. Mais lorsqu'on écoute... Il faut écoute... noter que pour qu'on prenne un dossier comme avocat, il faut être partie. Il faut être l'avocat d'une partie du procès pour comprendre mieux. Vous ne pouvez rien savoir tant que vous n'avez pas le dossier en vain, tant que vous n'avez pas lu, n'est-ce pas, les procès verbaux ou les déclarations de partie. Vous ne pouvez pas. Alors, cela traduit un peu quand même une part de frilosité autour de cette question anglophone. Et j'ai envie qu'on en parle. Il faut quand même noter l'aveu que les lois sont mauvaises. Mais bon, comme elles sont votées... On ne va pas rentrer là-dedans, Monsieur Libi. Le sujet, aujourd'hui, est de savoir, il y a eu des arrestations, il y a eu des violences dans ce pays, il y a eu pas mal on va dire, de dialogue, on va dire, on va appeler ça comme ça, de pourparlers. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a avancé? Ce qui est censé être une richesse du Cameroun, c'est-à-dire le bilinguisme, est-il en train de détruire ce pays-là? Monsieur Maître Akeremouna, vous avez même été... Je dois interpeller, donc Voilà. je sais de quoi je parle. Rapidement, je vais rejoindre ce qu'il a dit, mon jeune frère Libi. C'est clair que les tribunaux militaires sont des tribunaux d'exception.
Ça, il n'y a pas à dire autre chose. Et il a parlé du problème de gestion. Je pense que, quelle que ce soit la loi, la gestion de l'incubation de ces anglophones-là a été très mal faite. Et gestion encore, nous allons parler de la gestion de ce qu'on appelle crise anglophone. Je n'aime pas dire problème anglophone parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on dit le problème anglophone, je ne sais pas si c'est parce que les anglophones sont un problème pour la République, si c'est parce que les anglophones sont un problème pour les francophones, ou bien c'est parce que les anglophones ont un problème. Alors, soit dit en passant. Donc, gestion de cette crise. Je vais prendre les 3 choses qui sont brandies comme étant des actions prises par le gouvernement pour résoudre quoi que ce soit. Et tout en apportant une solution. Les procès. Vous savez, moi je pense que l'objectif ultime, c'est que la paix règne. Qu'est-ce qu'on devrait faire? En ce qui concerne ceux qui sont devant le tribunal militaire, mais ce texte prévoit qu'on peut arrêter les poursuites à tout moment. C'est même repris dans le texte qu'ils vont voir, ce qu'on appelle le procès. D'ailleurs, le tribunal militaire avait ça même avant qu'on incorpore ça à l'article 64 du Code de procédure pénale. Donc là où on est là, l'État est à même d'arrêter ça. Pour vous, cela veut dire que l'État ne à tout moment peut arrêter ce veut pas procès. d'apaisement? Oui. En ce qui concerne les prélats, les évêques, on a cette provision-là à l'article 64 du Code de procédure qui dit que dans l'intérêt de la paix,